Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire le développement complet d'une photo de A à Z, mais cette fois-ci dans Capture One. C'est parti! Alors nous voici maintenant dans Capture One, donc ce sera pas tout à fait un tutoriel ici, mais je vais simplement vous proposer simplement le développement donc d'une photo de A à Z en vous expliquant les étapes comme je fais dans Lightroom, mais cette fois-ci dans Capture One, puisque c'est le logiciel que j'emploie actuellement pour développer toutes mes photos. À l'avenir je ferai des tutoriels plus précis sur certains points, mais ici ça vous permettra déjà de voir comment moi je travaille dedans. Alors ne vous étonnez pas qu'éventuellement mon flux de travail n'est pas aussi net que dans Lightroom, simplement je n'ai pas encore autant d'expérience dans Capture One que dans Lightroom, et donc je cherche encore un petit peu mes automatismes, mais ça n'empêche que maintenant je pense déjà pouvoir montrer quelque chose. Alors voici donc la photo que je vais traiter aujourd'hui. Il s'agit donc d'une photo plutôt de type architecture que j'ai pris à Bruxelles. C'est une vue qui se situe au niveau de la gare de Luxembourg dans le quartier européen. C'est un quartier assez moderne, composé majoritairement de structures en métal et de verre. Et donc ce que j'aime bien ici dans cette entrée, c'est en fait toutes ces lignes directrices qui convergent vers le point bas, et en même temps toutes les structures métalliques archées ici qui sont très intéressantes pour moi. Alors l'idée ici de cette photo, c'est de faire quelque chose quand même d'assez symétrique. Alors si vous voyez déjà un petit peu ici, dans l'alignement ce n'est pas parfait. J'ai essayé d'aligner ça le mieux que je pouvais, mais comme vous le voyez déjà au niveau de la rambarde en bas, ce n'est pas parfaitement aligné. En fait je ne sais pas si le bâtiment est lui-même pas un petit peu courbé, mais en tout cas je ne suis pas arrivé à aligner ça parfaitement au niveau de la prise de vue. J'ai fait un compromis et j'ai essayé d'aligner au mieux par rapport en fait à la structure métallique. Ceci dit, je vais quand même un petit peu recadrer aussi. Alors comment je procède dans Capture One? La première chose, c'est que ici dans Capture One, moi j'ai disposé les outils comme ça m'intéressait. Donc j'ai mes vignettes qui sont à gauche, j'ai mon environnement de travail au milieu et j'ai tous mes outils qui eux sont à droite. Donc tout ce qui va se passer ici, c'est ce qui vous intéresse, c'est au niveau de la gestion des outils. Au-dessus, j'ai une palette d'outils avec notamment les curseurs principaux comme l'outil de sélection, l'outil de recadrage, l'outil de redressement, les filtres dégradés, etc. Mais je vous les montrerai en temps voulu. La première chose que je vais faire sur cette photo, c'est déjà commencer à un petit peu travailler le recadrage, parce que tant que le recadrage n'est pas fait, ça devient difficile d'avoir une vue globale. Alors je n'ai pas grand chose à changer, mais si vous regardez par exemple dans le bas de la photo ici, on peut voir clairement que la ligne ici n'est pas droite. Et en fait même la structure est légèrement inclinée. Donc ce que je vais faire, c'est redresser tout ça, et pour ça je vais donc prendre l'outil redresser qui se trouve ici, ou qui est accessible par le raccourci R. Alors l'outil de redressement fonctionne un petit peu comme dans Lightroom. On va commencer par donner un premier point ici et on va tirer pour avoir un autre point de référence ici. Donc j'essaye simplement d'avoir les deux coins ici de ma structure qui sont un petit peu de niveau. Alors clairement ce n'est pas l'outil que je préfère dans Capture One. Il me semble un tout petit peu moins précis que celui dans Lightroom, mais ça n'empêche que à première vue par rapport à la ligne que j'ai ici dans le bas avec la ligne blanche, ça me semble déjà nettement plus droit. Je vais maintenant employer l'outil de recadrage pour cropper tout ça. Vous voyez que notamment autour ici il y a toute une partie qui est ombrée, et ça en fait c'est simplement parce que dans le profil de traitement par défaut de l'appareil, il y a l'élément qui permet de corriger la perspective. Cette photo a été shootée avec son Alpha 7 III avec le 24-105 mm de Sony qui est excellent au niveau piqué, mais il déforme énormément en 24 mm et donc le profil corrige énormément, ce qui fait perdre un petit peu d'informations. Donc c'est toujours intéressant de capturer un petit peu plus large de manière à pouvoir redresser en post-traitement. Alors ici maintenant ce que je vais faire, c'est changer un tout petit peu le cadrage. Vous voyez notamment j'ai des éléments qui m'intéressent pas ici comme les deux piliers sur les côtés, donc je vais changer le format. Je vais à mon avis passer sur du 5:7, ça devrait être pas mal, et donc je vais redimensionner ici ce que je fais. Vous voyez que ça ressemble très fort dans Lightroom, ce n'est pas encore suffisant, donc je vais plutôt passer sur du 4:3 du coup. Et donc chaque fois que j'ai redimensionné, il va me proposer à ce moment-là de simplement remettre le nouveau format et de le recalibrer. Alors c'est toujours un tout petit peu trop, parce qu'en fait ce qui m'ennuie un petit peu ici, c'est que j'ai pas l'espace équivalent des deux côtés. Donc je vais encore un petit peu resserrer ici, je vais un petit peu resserrer là, et je vais essayer de me débarrasser en fait de la ligne blanche en dessous qui pourrait être trop distrayante. Maintenant ce que je vais faire, c'est essayer d'équilibrer les deux côtés ici que j'ai au niveau du cadre. Alors par rapport à Lightroom, je trouve que la représentation au niveau du recadrage est moins claire et moins facile à appréhender, mais ça reste tout à fait gérable. Donc ici je vais essayer d'un petit peu équilibrer. Vous voyez qu'en dessous on commence à avoir quelque chose d'assez équilibré aussi, avec les deux piliers ici qui sont très proches au niveau cadrage. Je vais vérifier en cliquant ici sur le coin. Donc quand vous cliquez sur le côté, vous avez une flèche qui vous indique la rotation, et à ce moment là vous avez des guides qui vous permettent de le voir, ce qui va me permettre de voir ici que je suis quand même correctement aligné. J'ai bien le centre qui est plus ou moins bien mis, je vais un tout petit peu corriger et un tout petit peu déplacer vers la droite. Voilà.
Et je pense que là, j'ai un cadrage qui me convient assez bien. J'ai un espace équivalent à gauche et à droite. J'ai encore un peu d'espace au-dessus. Je n'ai plus la ligne blanche en dessous et j'ai bien les lignes directrices qui vont vers le bas. Donc là, j'ai une base de ma photo qui va bien. Maintenant que mon outil de recadrage est fait, je vais commencer à travailler sur l'exposition. Donc là, je vais passer dans l'outil ici à droite, le premier. Alors ces panneaux, vous avez peut-être pas forcément les mêmes que moi si vous avez en Capture One, simplement parce que j'ai déjà réorganisé. C'est-à-dire que j'ai mis ici, dans le premier panneau, tous ceux que j'emploie le plus couramment. Donc j'ai l'histogramme, j'ai les calques, j'ai les corrections de base, l'exposition, etc. Si vous n'avez pas tous ces outils-là, vous pouvez faire un clic droit et faire ajouter ou supprimer un outil et les customiser comme vous voulez. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est d'une part corriger la balance des blancs et ensuite aussi corriger l'exposition. La balance des blancs, c'est très simple, ça fonctionne exactement comme dans Lightroom. Vous avez les teintes bleu ou jaune ou magenta et vert. Vous avez une pipette pour prendre un élément de référence où vous choisissez des valeurs qui sont déjà préconfigurées. Donc ici, moi, je vais prendre l'outil pipette et je sais que le logo ici de la SNCB, donc le logo de la société qui s'occupe des chemins de fer en Belgique, est plutôt gris neutre, donc je vais cliquer dessus et comme ça corriger les couleurs. Vous voyez que ça n'a pas changé grand chose en soi, mais voilà, je voulais m'assurer que c'était correct de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que je peux voir au niveau de l'exposition? Alors, ce que j'aime beaucoup ici dans Capture One, c'est que quand vous pointez un élément dans votre image avec la souris, c'est que si vous regardez à droite sur l'histogramme, vous voyez qu'il vous affiche une ligne orange à l'endroit où je me situe. Donc par exemple, si je suis dans le ciel, je vois là que je suis dans les tons moyens. Si maintenant je suis ici sur le logo, je vois que je suis dans les tons très clairs, mais je ne suis pas cramé. Et je vois aussi que j'ai quand même ici à droite une petite zone qui est un petit peu limite. Et en fait simplement ici dans la photo j'ai des reflets dans les zones métalliques qui sont cramés. Et ça forcément dans une photo c'est inévitable, vous aurez toujours des reflets à gauche ou à droite qui eux seront cramés. Mais c'est pas grave, ce sont pas des éléments qui sont embêtants et c'est normal qu'un reflet de ce type là soit cramé puisque c'est dans une surface métallique et ici carrément chromé. Ceci dit, ma photo est un tout petit peu trop claire. Alors là, il y a deux manières de faire. Soit je baisse l'exposition, et là ça veut dire que c'est comme si vous changiez le réglage de votre exposition dans Lightroom, ou alors je peux travailler avec la luminosité. La luminosité va agir plus sur les tons moyens, c'est-à-dire que le point noir et le point blanc de votre photo ne vont pas trop bouger, par contre tout ce qui est entre les deux va basculer de la gauche vers la droite. Donc moi j'aime bien ce curseur là parce que du coup ça veut dire que je vais perdre moins en contraste et je vais pouvoir comme ça réduire la luminosité pour avoir quelque chose de plus correct par rapport à ce que je voudrais. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout que la partie centrale soit très claire et un petit peu moins sur les côtés. Donc je diminue un tout petit peu la luminosité ici, vous voyez que l'histogramme bouge un petit peu mais que mes points extrêmes n'ont pas bougé pour autant. Alors ensuite, je trouve quand même que j'ai des hautes lumières qui sont un tout petit peu trop présentes, donc je vais réduire un petit peu mes hautes lumières ici pour retrouver un petit peu du détail dans les zones. Et je trouve que le curseur de haute lumière, donc qui est équivalent à ce qu'on trouve dans Lightroom, est plus performant dans Capture One parce qu'il a tendance à moins altérer les zones claires. Je vais également un tout petit peu pousser les ombres pour récupérer dans les coins, notamment sur les côtés ici, pour trouver un peu de détail. Et ensuite, maintenant, je vais un peu pousser le contraste, parce que j'ai envie de faire vraiment ressortir la structure. Alors, je vais pas pousser trop loin non plus, parce que quand je pousse les contrastes, forcément, ce qui était blanc devient encore plus. Du coup, je peux peut-être un petit peu rattraper ici, encore en bougeant les hautes lumières, un tout petit peu, comme ceci. Si je veux faire un avant-après, alors là c'est un tout petit peu moins pratique que dans Lightroom. Je dois appuyer sur la touche Alt ou Option en Mac et sur la flèche revenir en arrière totalement ici. Tant que je maintiens Alt enfoncé, il me montre l'avant. Quand je relâche, il me montre l'après. Donc vous voyez qu'avant c'était ceci, maintenant j'ai cela. Là j'ai déjà pas mal de structure qui est revenue aussi. Maintenant, ce que je veux faire aussi, c'est faire un petit peu ressortir justement tous ces détails de structure. Et c'est là qu'intervient la clarté, au même titre que dans Lightroom, mais je préfère le traitement de celui de Capture One qui a tendance à être beaucoup plus naturel et moins destructif, et qui a tendance à créer beaucoup moins de franges dans la photo. Donc ici, je vais pousser la clarté. Vous voyez que si je pousse au maximum, c'est quand même affreux, mais si je le fais un tout petit peu plus loin, ça commence à être pas mal. Quelque chose comme ceci. Alors, je trouve quand même encore maintenant que ma photo est un tout petit peu trop claire. Donc ce que je vais faire, c'est un tout petit peu baisser l'exposition et remettre un peu de luminosité. Vous voyez que j'ai tendance à revenir souvent sur mes réglages de ce genre-là. C'est-à-dire que chaque fois que je vais travailler sur le contraste, ça change la luminosité et donc je vais souvent revenir corriger. Alors je le fais beaucoup plus d'ailleurs dans Capture One que dans Lightroom parce que je trouve que le flux de travail convient mieux de ce côté-là. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est encore un peu regagner dans les ombres quand même parce que les côtés sont fort sombres, comme ceci. Voilà. Un curseur qui est intéressant, qui n'existe pas dans Lightroom, c'est la structure. En fait, la structure, c'est comme la clarté, mais pour des éléments encore plus fins. Je vais zoomer pour vous montrer de près. Vous voyez qu'ici, tout est bien net. Si je pousse la structure, vous allez voir que ça accentue énormément toutes ces petites zones de netteté. En fait, c'est vraiment des
tout petits micro-contrastes qui sont boostés. C'est un petit peu comme si je rajoutais de la netteté, mais ça n'en est pas. Alors ça a tendance à vite faire dégueu quand on a une forte structure, mais de temps en temps, quand on veut souligner des fins traits ici dans Capture One, pousser ça de quelques crans, il faut pas grand chose, ça donne une impression de netteté et de contraste plus important, et ça rend notamment des petits traits comme le texte ou quoi beaucoup plus lisibles. Voilà donc, alors si vous avez remarqué aussi, ici je zoome et je dézoome beaucoup plus facilement que dans Lightroom, je le fais simplement à la molette de la souris. Alors maintenant que ça c'est fait, ce que je pourrais faire aussi, c'est un petit peu travailler les couleurs, parce que je vous ai dit dans la vidéo où je vous parlais de pourquoi je suis passé à Capture One, une des raisons c'est que la gestion des couleurs était bien plus poussée. Alors c'est pas forcément le type de photo où c'est le plus intéressant, mais ça n'empêche que je vais quand même vous montrer. Donc ici j'ai organisé un deuxième panneau dans lequel j'ai mis tous les outils qui gèrent les couleurs. Et là j'ai la balance des couleurs. Alors la balance des couleurs va vous permettre de par exemple faire du virage partiel ou alors de mettre une dominante. Ici par exemple je pourrais dire que je veux une dominante jaune, rouge, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de très créatif de ce côté là, il y a même des tons assez sympas d'ailleurs. Mais ici je voudrais rester sur du naturel, donc je vais le laisser tel quel, mais je pourrais le faire. Vous pouvez mettre des tons dans les ombres, dans les tons moyens, dans les hautes lumières. Plus intéressant encore, c'est l'éditeur de couleurs, et c'est sans doute un des outils les plus poussés qu'il y a au niveau de Capture One. C'est que vous avez d'abord en standard l'équivalent simplement de l'outil TSL de Lightroom qui permet de corriger chacun des canaux de couleurs. Mais quand vous allez dans la partie avancée, vous allez pouvoir à ce moment-là définir une couleur dans votre photo et la travailler indépendamment du reste. Par exemple ici, je trouve que le jaune est un petit peu trop présent, il attire un tout petit peu trop la vue, c'est un détail qui n'est pas intéressant. Donc je vais prendre la pipette ici, je vais cliquer ici dans le jaune, et vous voyez qu'automatiquement il me propose ici en fait une gamme de couleurs dans laquelle je suis. Et en plus de ça, dans ma photo, je n'ai rien d'autre qu'à cette couleur-là. D'ailleurs, je peux même cocher la case ici pour qu'il m'affiche uniquement ce qui est sélectionné. Et là, ce que vous voyez uniquement en couleur, c'est uniquement ce qui sera modifié. Et maintenant, je peux travailler sur la saturation uniquement de cette zone-là. Vous voyez que seules les choses qui sont dans ces tons-là sont influencées. Et donc, comme je veux que ce soit un petit peu moins présent, je vais un tout petit peu diminuer la saturation et un petit peu assombrir également légèrement, pas trop non plus, très très légèrement comme ceci. Si maintenant je veux faire un avant-après de juste ce réglage là, j'appuie sur Alt ou Option et je clique sur la fiche revenir en arrière qui est ici. Et donc je clique dessus, je maintiens, vous voyez ça c'était avant, ça c'est après. Avant, après. C'est très léger, mais ça me permet de rendre cet élément là un tout petit peu moins visible. Par contre, je voudrais peut-être un petit peu faire ressortir la veste de la personne qui est là, qui permet d'avoir une espèce d'échelle dans la photo, même si elle n'est pas pile poil où je voulais, j'avais attendu qu'elle bouge un peu, mais cette personne est restée 10 minutes au même endroit sans bouger. Donc je vais reprendre la pipette ici, je clique sur sa veste, et vous voyez que de nouveau il m'a fait un réglage. De nouveau si j'applique la case ici, vous voyez que seulement la veste est sélectionnée, et donc je sais que mes modifications n'auront d'impact que sur ces couleurs là. Si jamais la couleur sélectionnée n'est pas pile poil comme vous voulez, vous pouvez l'ajuster là, je vous montrerai ça en détail dans une future vidéo. Alors ici ce que je voudrais c'est en fait un petit peu augmenter la luminosité de la veste, légèrement, et un tout petit peu la saturation pour que ce soit un tout petit peu plus présent. Légèrement, je voudrais quand même attirer un tout petit peu l'attention dessus, même si c'est pas un élément de l'architecture en elle-même, ça n'empêche que je trouve que cette personne permet d'avoir une notion d'échelle et de dimension dans la photo. Ensuite, maintenant que j'ai réglé ces couleurs là, j'ai peut-être aussi les bleus là, mais cela ne me dérange pas trop, d'autant plus que ça va influencer tout le reste de la photo. Ce que je voudrais faire quand même ici, c'est revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire revenir dans le panneau principal, parce que je voudrais pousser un petit peu la saturation. Alors la saturation, elle est au niveau des réglages de l'exposition. Je vais pousser un tout petit peu, parce que ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que quand on le pousse, on a des tons un petit peu verdâtres qui apparaissent à cause de la lumière qui passe à travers le vitrage, et donc ça permet comme ça de faire ressortir des couleurs un petit peu plus riches. Pas trop, si je pousse trop loin, ça devient vite dégueu, mais si je reviens un peu en arrière, quelque chose dans ces eaux-là, comme ceci. Je vais refaire un avant-après, donc pour ça, j'appuie sur Alt ou Option en Mac, et j'appuie sur la flèche revenir en arrière. Donc ça c'est avant, et ça c'est maintenant. Vous voyez que j'ai gagné énormément en contraste au niveau de la photo, peut-être même un tout petit peu trop. C'est pas grave, je peux revenir toujours un petit peu en arrière, je peux augmenter un tout petit peu la luminosité des ombres pour un petit peu adoucir quand même les transitions. Maintenant ce que je voudrais faire, c'est concentrer un petit peu plus la vue de l'utilisateur sur le centre de la photo pour vraiment guider ici sur l'entrée. Donc pour ça je voudrais appliquer du vignettage. Le problème c'est que le vignettage dans Capture One est pas aussi précis que dans Lightroom, mais par contre ce que l'on peut faire c'est utiliser comme dans Lightroom un filtre radial de manière à le gérer. Et c'est là qu'on va commencer à jouer avec les calques, c'est-à-dire qu'ici ce qu'on n'a pas dans Lightroom mais qu'on a dans Capture One, ce sont des calques qui nous permettent de travailler avec des couches successives comme dans Photoshop jusqu'à un nombre de 16 calques maximum.
Donc j'ai commencé par créer un nouveau calque. Alors par défaut, un calque que vous créez ne s'applique sur rien. Si j'appuie sur M pour afficher le masque, il ne s'affiche rien. Par contre, si maintenant je clique par exemple sur clic droit, je peux remplir le masque, l'inverser, je peux faire un contour progressif et je peux faire plein d'options dedans. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de tracer maintenant un masque avec un calque dégradé, mais sous forme de filtre radial. Donc je vais cliquer ici, sous l'outil au-dessus, et je vais choisir dessiner un masque dégradé radial. Je vais maintenant le sélectionner, et là vous voyez qu'il m'affiche le masque. Si le masque ne s'affiche pas, vous pouvez simplement appuyer sur la touche M de votre clavier pour l'afficher. Alors je vais positionner le masque en fait pour qu'il vienne un petit peu se mettre par rapport à la structure. Je trouve ça intéressant d'avoir quelque chose qui respecte la forme en fait du bâtiment pour attirer un petit peu l'attention sur l'élément intéressant. Je vais un petit peu l'agrandir ici au niveau de la transition simplement. Donc vous avez la partie centrale ici qui est la partie où vous pouvez gérer l'orientation en le tournant, où vous pouvez gérer la dimension. Vous avez la partie intérieure qui vous permet de mettre la partie à laquelle commence le dégradé, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du premier cercle est protégé. Et à partir de là, vous avez à ce moment-là le dégradé qui commence. Donc je vais pas le mettre trop au centre non plus, je vais l'éloigner un petit peu comme ceci, voilà. Et en fait, vous avez donc la ligne médiane et la ligne à partir de laquelle le dégradé est à 100%. Donc ça, je vais même un petit peu l'éloigner comme ceci, parce que je veux juste avoir les coins légèrement assombris en respectant la forme de la structure. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux masquer mon masque en appuyant sur M, et maintenant je peux faire tous les réglages tels que l'on les a en général. Alors si vraiment vous avez certains réglages particuliers à faire, on ne peut pas tout faire avec sur les calques, mais ça n'empêche que la plupart des réglages comme l'exposition etc fonctionnent très bien. D'ailleurs vous avez à côté de chaque réglage, si vous avez un petit pinceau qui est dessiné comme ceci, ça veut dire que c'est applicable sur les calques. Donc ici ce que je vais faire, c'est en fait diminuer un tout petit peu l'exposition, je vais pas aller trop loin, un tout petit peu, légèrement, 0,2 c'est suffisant, de manière en fait de nouveau à concentrer un petit peu la vue de l'utilisateur au centre. Je constate que mon masque est un tout petit peu trop grand, c'est-à-dire que ici il s'applique pas assez par rapport au reste de la photo, donc j'ai un petit peu le décalé pour le resserrer, comme ceci. Je vais le repositionner par rapport au centre et j'ai peut-être quand même un petit peu le resserrer sur les côtés, j'ai un petit peu serré par rapport à la forme, de manière à mieux concentrer et un petit peu le descendre en fait ici. Voilà. Je peux faire un avant et après. Vous voyez que c'est assez léger, mais ça encadre un petit peu le reste de la photo. Ce qui est intéressant avec les calques aussi, c'est que en plus des réglages que l'on peut faire au niveau couleur, une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez en ce moment-là jouer sur l'opacité si vous avez décidé que vous l'avez fait un petit peu trop fort. Ce qui est peut-être un peu le cas ici. Du coup, je vais un petit peu jouer de manière à voir jusqu'où je vais, et je pense qu'à mon avis, quelque chose comme ceci, c'est pas mal. Donc ça, de nouveau, c'est un avantage, c'est que même si vous avez fait des réglages de couleur, de saturation, d'exposition, etc., vous pouvez un tout petit peu l'ajuster, l'opacité, indépendamment du reste. Si vous devez ensuite remodifier votre photo de base, à ce moment-là, c'est le calque du fond sur lequel vous devez travailler. Je vais revenir sur le fond, et je vais peut-être un petit peu diminuer le contraste, ou pas. En fait, non, j'aime assez bien, en fait, avec le contraste assez poussé comme ceci. Ce qui me pose peut-être problème, c'est la luminosité. Je vais voir en descendant, voilà. C'était ça qui me dérangeait. C'était encore un tout petit peu trop lumineux à mon goût. Alors je vais quand même une fois regarder mon histogramme aussi, c'est intéressant de voir, de surveiller l'histogramme pour voir qu'il n'y a pas de zone bouchée ou cramée. Ici j'ai des points noirs à certains endroits, mais c'est dans des petites zones de détail qui ne m'intéressent pas. Et même si je mets ma souris ici dans les zones très foncées sur les côtés, vous voyez que je suis pas encore au bout de l'histogramme, donc ça veut dire qu'il y a encore de l'information dedans. Si je vais maintenant ici sur la partie du reflet, c'est toujours cramé, ça il n'y a pas de doute. Mais par contre si je vais au niveau du texte ou quoi, ou si je vais au niveau de la barre ici, vous voyez que je suis toujours dans des zones qui ne sont pas cramées, il y a de l'information, donc il n'y a pas de problème. Au niveau des réglages ici, donc j'ai mes réglages logo, j'ai mes réglages de couleur, ensuite là j'ai un panneau qui reprend tous les outils qui sont les outils de correction locaux, donc je peux employer sur les calques. Ensuite, j'ai tout ce qui est correction de l'objectif. Alors par défaut, vous voyez que ici il est déjà activé, mais ça c'est simplement parce que quand le logiciel reconnaît votre appareil, votre objectif, il applique les réglages de correction de déformation, donc ça je laisse. Vous avez une correction d'affaiblissement de la netteté, mais je n'aime pas trop l'utiliser parce que ça rajoute en général des détails là où il n'en faut pas. Et par contre vous avez la correction de l'affaiblissement de luminosité, donc ça c'est le problème de correction de vignettage de l'objectif, et donc ça je vais quand même l'augmenter aussi parce que je trouvais que les angles étaient un petit peu sombres et c'était à cause de ça. C'est le vignettage de l'objectif en lui-même qui est corrigé maintenant.
Ensuite, vous avez les corrections des franges pourpres, vous avez la possibilité de faire du recadrage, la perspective de ce côté-là. De nouveau, le jour où j'en ai besoin, je vous ferai à ce moment-là sûrement une vidéo détaillée sur certains de ces éléments. Vient ensuite l'outil avec la loupe ici, et là vous avez tout ce qui travaille sur la notion de netteté et de bruit. Alors principalement ce qui est intéressant, c'est le navigateur qui permet de voir où on en est, mais ça de toute façon moi j'ai l'habitude de zoomer sur la photo, donc il n'y a pas de problème. Vous en avez un qui vous permet de naviguer sur votre photo en zoomant, dézoomant ici aussi, donc c'est pas ça qui manque. Ensuite, vous avez un panneau de netteté et la réduction du bruit. Alors la réduction du bruit, par défaut, Capture One va vous augmenter la correction de la réduction de bruit de couleur, donc ça c'est pas dérangeant, mais également la luminance automatiquement. Alors la réduction de bruit de luminance est assez propre dans Capture One, mais sur une photo comme ici qui a été prise à ISO 100, la correction de luminance ne m'intéresse pas du tout. Donc ça, je la supprime complètement. Même si par endroit avec mon traitement je risque d'avoir un petit peu de grain, ce qui n'est vraiment pas le cas ici quand je passe dans ma photo. Regardez, je suis à 100%, tout est parfaitement propre, même dans les zones super foncées, donc je n'ai vraiment aucune raison d'employer la luminance ici, ça ne ferait que perdre du détail. Donc je reviens en arrière et je vais m'occuper de la netteté. La netteté fonctionne vraiment comme dans Lightroom. Vous avez la quantité de la netteté que vous allez gérer ici. Donc je reviens en arrière. La quantité de netteté. Vous avez la grossièreté, je vais dire, de la correction de netteté. Donc plus le rayon est grand, plus les détails seront grossiers. Par contre, vous avez un seuil qui vous permet donc de dire à partir de quel moment vous allez aller. Et alors aussi un élément qui vous permet d'atténuer la netteté dans une certaine mesure. Généralement, je ne me casse pas la tête avec tous ces éléments-là. Je joue surtout avec le montant et le rayon de manière à choisir le type de détail que je veux accentuer. Quand vous avez un panneau comme ça et que vous voulez revenir en arrière, simplement vous cliquez sur la petite flèche et les réglages sont remis à 0. Donc ici, quand je joue sur la netteté, comme toujours, je vais zoomer à 100%. Vous voyez qu'ici au-dessus, j'ai l'échelle, donc je vais m'assurer d'être à 100%. Je vais prendre un endroit où du détail m'intéresse, donc notamment ici dans la structure du portique. Alors pour régler les détails, en fait, généralement, je pousse le curseur à fond. C'est dégueu, mais au moins, ça me permet de voir ce que le logiciel fait. Ensuite, je vais ajuster le rayon jusqu'à avoir un niveau de détail qui m'intéresse. Moi, ce que je veux ici, c'est souligner les détails de la structure. Je vais avoir à d'autres endroits aussi. Vous voyez ici, notamment, c'est gris. Je voudrais quand même qu'elle soit bien mise en valeur aussi. Donc, en fait, je reviens sur le rayon de base, mais ça valait la peine de tester. Et maintenant que j'ai fait ça, en fait, je vais réduire la netteté à 0 et puis je vais réaugmenter jusqu'au moment où je trouve que c'est suffisamment net. Alors normalement, il faudrait choisir une valeur en fonction de la taille d'impression, etc. Ici, je me base toujours sur une vue à 100% sur l'écran. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop dégueu non plus. Je suis plus haut que ce que le logiciel donnait à la base, mais pas énormément plus haut non plus. Il était une valeur de 180, on peut aller jusqu'à 1000. Donc je suis un petit peu plus haut, mais pas énormément. Voilà, donc ça c'est bon. Au niveau de la réduction du bruit, je ne vais rien faire. Alors éventuellement, si vous voulez donner un aspect photo argentique à vos photos et que vous donnez une tonalité de couleur, une fonction qui est sympa et qui fonctionne assez bien dans Capture One, c'est le fait de rajouter des grains. Vous avez différents types de grains qui simulent le grain d'une photo argentique et que vous allez pouvoir régler. Ici, j'ai pas envie de le faire, je veux garder ma photo telle qu'elle est. Vous voyez que grosso modo, c'est totalement le même principe que dans Lightroom. Si vous savez les modifications que vous devez faire, il suffit de trouver les curseurs correspondants et de les appliquer. La seule chose qui diffère, c'est que notamment ici, maintenant, j'ai une gestion des calques. Si je décide de l'enlever ou de remettre un calque, il suffit simplement de le cocher, décocher. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez en rajouter, vous pouvez changer leur opacité, vous pouvez revenir sur tous ces réglages-là. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que à l'instar de tous les logiciels de développement de photos et de fichiers RAW, c'est que les réglages que vous faites sont non destructifs, vous pouvez toujours revenir dessus. Et enfin, maintenant, il me reste plus qu'à exporter ma photo puisqu'elle est terminée. Donc ici, je vais faire un export relativement simple. Ce que je vais faire, c'est simplement faire un clic droit sur la photo et faire exporter variante. Alors la différence entre originaux et variante, c'est que les originaux, c'est la photo sans le développement. La variante, c'est la photo avec le développement. Et dans le cas où vous feriez plusieurs variantes, dans ce cas-là, ils pourraient tous les exporter d'un coup. Donc ici, je vais faire exporter variante. Là, je vais pas rentrer en détail dans le fonctionnement de cette boîte de dialogue, mais en gros, vous avez l'endroit où vous allez le stocker. Donc ici, moi, je vais le mettre dans mon répertoire que j'ai configuré comme étant mes photos de Bruxelles. Vous pouvez créer des sous-répertoires, vous pouvez automatiser le nom de la photo. Donc ici, je vais plutôt l'appeler Luxembourg, puisque c'est la gare de Luxembourg, ce qui va faire qu'il ajoute automatiquement le texte dedans.
Vous définissez les paramètres de traitement, donc ici j'exporte en JPEG, en 8 bits, qualité à 100% pour moi. Si vous voulez changer la qualité, c'est comme dans tous les autres logiciels. Moi j'ai pour habitude de toujours exporter à définition maximum. Le profil de couleur, alors ça c'est important si vous l'exportez en JPEG de toujours mettre du sRVB, mais vous voyez que il en supporte une quantité astronomique. Le sRVB est le standard pour les affichages classiques. La mise à l'échelle, je veux pas y toucher, je veux pas l'ouvrir, je veux rien faire d'autre. Et maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur exporter. Il bosse en arrière-plan, ça c'est bien aussi, c'est que ce genre de traitement se fait en arrière-plan dans Capture One et vous pouvez continuer à travailler et ce que vous faites en temps réel, en fait passera en priorité par rapport au reste et donc vous ne serez pas embêté. Voilà donc pour ce développement Capture One. Alors je ne suis pas rentré en détail dans tous les réglages parce que de nouveau c'est un logiciel qui est beaucoup plus complexe d'ailleurs que Lightroom à prendre en main, donc je ferai des vidéos tutoriels sur certains outils etc. Je ne ferai peut-être pas aussi détaillé que je ferai dans Lightroom parce que je n'ai pas encore assez de pratique pour le faire comme je l'avais fait, mais ça n'empêche que je vous montrerai différentes astuces au fur et à mesure que j'apprends encore dans le logiciel, et entre temps je vous ferai aussi de temps en temps des développements de ce genre en intégrant ce que je fais et pour vous montrer mon processus de travail. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que mon développement vous plaît aussi, que ça vous permet de voir comment moi je travaille dans Capture One. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la photo, à la partager, à la commenter comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le groupe Facebook Déclic Numérique. Vous pouvez également aller voir le compte Twitter de Déclic Numérique ainsi que mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.